Bienvenue à tous, il est 17 h, nous sommes en direct comme chaque mardi pour parler santé sur Algérie. Nous nous retrouvons ce soir à la veille ou l'avant-veille de l'Aïd el-Fitr pour vous rappeler encore une fois la nécessité de rester prudent et de respecter les mesures barrières car malgré une situation épidémiologique stable, le coronavirus circule toujours. Vous savez, l'Algérie fait face à la menace des variants, c'est d'ailleurs le thème retenu pour cette émission, notamment le variant britannique décrit comme étant un variant très dangereux et puis le variant indien découvert il y a quelques jours à l'ouest d'Alger. Nous ferons le point sur la situation au niveau de nos hôpitaux, dans les services Covid et de réanimation. Doit-on s'inquiéter? Y a-t-il réellement une troisième vague en vue? Nous parlerons également de la vaccination anti-Covid qui peine à trouver sa vitesse de croisière. Je rappelle que l'Algérie s'apprête à recevoir 1 million de doses d'ici la fin du mois en cours, selon les déclarations du ministre de la Santé. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Belhoussine Mohamed. Vous êtes président de la cellule d'investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Rachid Belhadj, le professeur Rachid Belhadj. Vous êtes directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et j'ai également l'énorme plaisir de recevoir le docteur Fawzi Darar. Vous êtes DG de l'IPA, l'Institut Pasteur d'Algérie. Bienvenue. Merci, très heureux d'être parmi vous. Merci à vous tous de venir ce soir éclairer nos téléspectateurs à la veille de l'Aïd el-Fitr, qui est souvent synonyme de rassemblements familiaux, ce qui n'est pas toujours sans danger, notamment dans la situation actuelle. Alors pour commencer, une question toute simple. Comment se présente aujourd'hui la situation épidémiologique en Algérie, professeur Belhoussine? Bon, je pense que vous suivez les chiffres peut-être même plus régulièrement que moi tous les jours, parce que vous les analysez, vous les donnez au public. La situation n'est pas dramatique, mais la situation reste préoccupante. Elle reste préoccupante pour 3 raisons. Premièrement, nous avons eu une période de stabilité presque, on était presque en train de dire que ça y est, on va pouvoir respirer. Et puis, ça a remonté. On était à moins 200, on s'est retrouvé à 200, on a même flirté avec les 300. Maintenant, on est plutôt autour de 200. Donc, il y a une préoccupation par rapport à ça. Le virus, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, circule dans notre communauté. Premier élément. Deuxième élément, c'est le quasi-abandon par tout le monde du respect des mesures barrières. Oui. On l'a vu dans les marchés, dans les rues, dans les institutions. Le port du masque est devenu une exception et au lieu que ce soit plutôt une quasi-règle ou une règle. Et le troisième élément, c'est, comme vous l'avez aussi dit, l'apparition dans notre pays de 3 variants, dont au moins un qui est très préoccupant, c'est le variant dit britannique, et le variant indien aussi qui s'est retrouvé maintenant chez nous. Et ça, ce sont des éléments qui doivent véritablement nous préoccuper. L'épidémie s'aggrave lorsque 2 éléments se rencontrent, la présence du virus et les contacts humains non contrôlés. Donc, si ces 2 éléments-là sont ensemble, il y a lieu de se préoccuper et l'augmentation des chiffres est un élément qui doit véritablement nous appeler à la vigilance à la veille d'une fête où les rassemblements sont nombreux. Et les contacts interhumains deviennent beaucoup plus fréquents. Oui. Professeur Belhadj, professeur Belhoussine le disait à l'instant, il y a eu une augmentation dans le nombre des contaminations, que ce soit en consultation ou en hospitalisation. Vous allez le confirmer, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter aujourd'hui? Quelle est la situation au niveau du CHU de Mustapha Bacha, par exemple? Je parle du CHU Mustapha. Oui, absolument. À la pyramide de notre système de santé. En grand CHU. Qui peut être très représentatif de la réalité des choses, d'ailleurs. Exactement. Si on le compare par rapport au Ramadan 2020, oui, toutes les portes étaient fermées. C'était une illusion pour nous d'arriver à ce stade-là. C'était des situations vraiment dramatiques et difficiles à gérer sur tous les plans. Dieu merci, après une année, les portes commencent à s'ouvrir, on a de l'espoir, on illusionne vers une situation. Quand même, ce n'est pas le chaos. Beaucoup de gens ont prédit que situation catastrophique. Alhamdoulilah. N'oublions pas aussi nos martyrs, ceux qu'on paye, que la population essaye de nous comprendre, de nous aider, puisqu'effectivement, cette période elle est marquée par 3 événements, c'est-à-dire après une année.
quand même une campagne vaccinale qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Deuxièmement, il y a une réticence du personnel de la santé vis-à-vis de la vaccination. Et troisième élément, c'est que nous ne vivons plus, c'est-à-dire dans les mêmes contextes. C'est-à-dire on a moins de décès, c'est un constat, c'est une réalité. Il y a moins de tension sur les lits de réanimation. Par contre, le Covid est là. Nous, dans les statistiques, nous sommes aujourd'hui même, au CHU Mustapha, il y a 40 personnes hospitalisées pour Covid confirmé. Nous avons 7 Quelle est la part au niveau de la réanimation? Nous avons 12 personnes hospitalisées en réanimation, dont 4 intubées. Donc le virus est toujours là, c'est-à-dire d'atteindre le 0 cas. Mais effectivement, il y a un petit rebond en matière de pression pour les demandes de lits d'hospitalisation. Mais après, on a eu une accalmie ces derniers jours. Nous sommes en phase, pour nous, dans les grands CHU, puisque tout ce qui se complique, c'est souvent les CHU, ces unités de réanimation qui vont être débordées. Oui. Pour le moment, alhamdoulilah. D'accord. Je ne laisse pas du tout le même scénario. Oui. Alors, docteur Darar, on arrive un peu à la thématique, j'ai envie de dire, de l'émission. L'émission s'appelle, elle a comme thème l'Algérie face à la menace des variants. On en disait un mot en préambule déjà, et même le professeur Belhoussine en a parlé. Alors, quelle est la prévalence aujourd'hui des variants en Algérie? On n'a pas un chiffre précis. On était au départ un peu plus de 2%, mais je pense qu'on en a plus. On n'a pas encore analysé les dernières, mais ça évolue. Ça, c'est très important de voir, une évolution. Et en termes de, si on voit du côté de la circulation virale, je ne dirais pas elle est inquiétante, mais il y a des prémices d'inquiétude. Alors, ce qui va se passer entre le passage des prémices vers une situation de fait, peut être très rapide, en fait. Ça va être très très rapide. On a observé, on n'est pas encore loin de ce stade, mais on a certains pays, comme la Grande-Bretagne actuellement, l'Inde, même si ce n'est pas la même configuration, on a eu une situation très basale en termes de circulation virale, et on a eu une augmentation quasi verticale du nombre de cas à cause du variant. Et c'est pour cela qu'on essaye plus de communiquer sur cet aspect-là. Tant que le virus est en train de circuler, il y a danger, parce que on est à peu près, on tourne autour des 200 cas, mais si vous attrapez sur 5 jours, c'est 1000 cas. Et donc, il y a une circulation virale qui est en train de se passer chez nous. Et ces variants-là qui apparaissent, c'est une sorte d'un nouveau souffle pour le virus. Jusqu'à l'heure actuelle, ça n'a pas eu d'impact sur l'épidémie. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas les chiffres, c'est qu'il y a une dynamique qui existe. Et c'est cette dynamique qu'il faudra faire attention. Oui. Alors, pour les variants, un peu pour éclairer un peu les gens qui nous regardent, parce que les gens écoutent le variant indien, le variant britannique. Alors, celui qui nous fait le plus peur aujourd'hui, c'est lequel? Ben, écoutez, il y a une classification. Il y a les variants préoccupants comme l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez le britannique, le sud-africain, le brésilien. Mais aujourd'hui, le variant indien a été reclassé en variant préoccupant. Absolument. Ce qui dénote qu'il y a une surveillance accrue sur ces variants-là. Pourquoi préoccupant? Parce que dans les variants d'intérêt, comme nous avions le variant nigérian, on n'a pas observé un impact sur l'épidémie. Mais si ce virus-là, britannique ou l'indien, on voit que leur apparition donne une autre tournure à l'allure de la courbe épidémique. Ici, nous ne sommes pas là, nous n'avons pas beaucoup de cas, même si aujourd'hui aussi nous avons enregistré des cas de variants indiens à Ouargla et Tizi Ouzou. Et ça nous prête à une vigilance accrue parce que, je vous l'ai dit, ça peut passer rapidement. Alors aujourd'hui, quels sont les wilayas? Ça c'est important aussi à savoir. Quels sont les wilayas touchés par ce variant? Vous venez de citer Tizi Ouzou et Ouargla. On avait parlé de Tipaza au tout début, c'est ça? Oui, on a enregistré les premiers cas à Tipaza. Et aujourd'hui, nous avons enregistré des cas dans la wilaya d'Ouargla et un cas dans la wilaya de Tizi Ouzou. Oui. Alors, pour revenir un peu justement au variant indien, alors au tout début, on incrimine un travailleur indien qui travaille dans le BTP, qui est arrivé par Doha. Alors, comment peut-on se permettre à ce stade de la pandémie de faire des erreurs? C'est une erreur de veille finalement, professeur Belhoussine, de permettre à un travailleur étranger de rentrer sans PCR négatif ou sans confinement. Bon, comment expliquer ça? Bon, personnellement, je n'ai pas d'explication à vous donner à ça. Il y a ce qu'on appelle le contrôle au point d'entrée. Les règles du règlement sanitaire international sont très claires là-dessus.
Il me souviens qu'au début de l'épidémie, ce contrôle avait été balisé. Les gens arrivaient, étaient mis en quarantaine, on demandait si on faisait un examen, on cherchait si les gens avaient la température et tout cela. Est-ce que ça a continué à se faire au niveau des aéroports ou pas? Vraisemblablement non. Visiblement non. Et oui, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une erreur. Et de toute façon, lors de sa dernière réunion, le comité scientifique a replanché sur cette question pour rappeler que à l'arrivée, on fait un peu comme beaucoup de pays le font aujourd'hui. Il faut venir avec une PCR récente qui prouve que vous n'avez pas de présence du virus dans votre sang. Il faut observer une période de quarantaine parce que même avec une PCR négative, on n'est pas sûr qu'on n'est pas en période d'incubation. Parfois plus de 36 heures pour arriver. On peut être en période d'incubation et donc avoir une PCR négative et être quand même porteur du virus, et que ça va se manifester quelque temps après. Donc observer une durée de confinement que les experts décideront, 10 jours par exemple, et c'est je crois ce qui a été retenu ici au comité scientifique. Et ensuite, à la fin, refaire une PCR pour avoir la certitude qu'il ne se passe rien avant de libérer le visiteur. Beaucoup de pays font ça. Beaucoup de pays font ça, y compris à la charge du visiteur. Et évidemment, les visites ne sont pas autorisées pour tout le monde, elles sont autorisées dans des cas exceptionnels. Il y a des pays qui ont une liste de situations qui vous rendent éligible à obtenir l'autorisation d'entrée. Oui. Aujourd'hui, il y a de nouvelles mesures justement qui ont été décidées à l'occasion de la dernière réunion du Conseil scientifique, c'est ça? Par rapport aux tests antigéniques à l'aéroport et puis la période justement de... Le comité scientifique a un rôle de conseil, c'est un rôle de regarder à la lumière de l'apparition de ces variants-là, il y a une réflexion pour revenir sur certains points tels que le test antigénique, le test PCR, où il faudra mettre en isolement carrément les malades à l'arrivée. Tout ça est en train d'être repensé. Oui. Alors on a également d'Oran, le docteur Mansouri. Il est DG de l'EHU d'Oran. Docteur Mansouri Mohamed, bonsoir. Bonsoir madame. Oui. Bonsoir professeur Belhoussine, bonsoir professeur Belhadj, professeur Dira. Oui, alors merci de nous avoir appelés. Oui, docteur Mansouri, on aimerait avoir avec vous, alors on parle un peu de la situation épidémiologique d'une manière générale chez nous aujourd'hui, et puis notamment avec la menace des variants. Quelle est la situation à Oran? La situation à Oran, vous savez qu'Oran a subi un petit peu ce qu'a subi à Alger et Blida, donc nous étions parmi le trio qui a subi énormément en l'année 2020. Cependant, après la vague du mois de novembre, aujourd'hui, malgré le relâchement qu'on voit au sein de la population, il y a un relâchement total, mais malgré ça, il y a une stabilité totale de la situation. Nous sommes en train d'avoir à peu près, en un mois, nous avons eu à peu près 160 cas de PCR positifs, avec une admission d'un peu plus de 18 cas en réanimation, donc avec un nombre de décès aussi qui avoisine les 10. On a une moyenne de 4 à 5 cas par jour, malgré, encore une fois, le relâchement qui a existé au niveau de la wilaya d'Oran. Oui. Donc, c'est des taux, il y a une stabilité qui est réconfortante, mais quelque part, ce relâchement nous inquiète un petit peu. Je vais vous inviter, messieurs, à regarder un reportage qui revient un peu sur la vaccination anti-Covid. La vaccination anti-Covid qui a démarré, rappelons-le, en janvier en Algérie et qui peine toujours, je le disais tout à l'heure, mes invités aussi l'ont rappelé, qui peine à trouver sa vitesse de croisière. L'exemple au CHU de Boulorine, regardez. Âgé de 53 ans, Boualem fait partie du personnel médical de l'établissement public hospitalier Ibn Ziri à Boulorine. Aujourd'hui, il a rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la Covid-19. Questionnaire, prise de température et de tension artérielle, une consultation pré-vaccinale est nécessaire. L'objectif est de détecter de potentielles contre-indications. Non. Vous donnez le vaccin anti-grippal? Non. Ma doctouche? Après une demi-heure.
Donc, La salle de contrôle de... Une demi-heure après, Inch'Allah, monsieur. Une fois vacciné, Boualem se rend en salle post-vaccinale. Il est mis sous observation afin de surveiller d'éventuels effets indésirables liés au vaccin. Pour le moment, ça va. Avec le vaccin, il n'y a aucun problème. Ni la fièvre, ni les douleurs, ni rien du tout. 30 minutes plus tard, il est rappelé pour un dernier check-up. Bien, 12 minutes. Monsieur, ça dépend. كاين اللي يتحكموا الحمى كاين اللي ما يتحكموش حمى عندك لو سيندروم غريبال يسين زعما عندكش حمى ولا كانت الحمى 38 نورمال ولا كانت بلوس دو 38 تنجم تاخذ باراسيتامول داكور ولا طلعت لي الحمى بلوس دو 38 اللي تنجم تاخذ باراسيتامول سينو يكون يجيك كوم ان سيندروم غريبال تحكمك اون جورني ومن بعد 72 heures après ça sera très bien normal ولا عندك une rougeur ولا il faut déclarer ça وعندك rendez-vous après 3 semaines inchallah وإذا ديك انسين اللي ماشي موالف به عاود روح عاود ولي عندنا ان شاء الله داكور pour le moment tout va bien الحمد لله الحمد لله. À l'instar de Boualem, ils sont 348 personnes à s'être fait vacciner au sein de l'établissement public hospitalier Ibn Ziri. Une campagne de vaccination qui vise principalement les personnes à risque, notamment le personnel de santé, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Néanmoins, dans certains cas, la vaccination est fortement déconseillée. Le jour de la vaccination, si on constate qu'il y a une notion de contagie dans la famille ou il y a un syndrome grippal, présente un syndrome grippal, donc on l'envoie vers une autre unité où il fasse une PCR et selon la PCR, la conduite à tenir change. L'objectif de la vaccination, c'est éviter les formes sévères. Ça veut dire on peut rattraper la Covid-19, mais de façon moindre. Donc la vaccination, c'est pour éviter les formes sévères. C'est pour ça qu'on demande toujours à la population de respecter les mesures barrières. Même après s'être fait vacciner contre la Covid-19, le respect des gestes barrières demeure primordial. L'Algérie enregistre en ce moment une recrudescence inquiétante des contaminations. De nouvelles vagues de contamination ne sont pas écartées s'il y a relâchement dans l'application des mesures barrières. La vigilance est de mise. Oui, on cessera de le rappeler, la vigilance est de mise. Nous venons donc de voir un reportage qui est revenu un peu sur la vaccination à Alger, un exemple d'un centre de vaccination. Docteur Mansouri, dites-nous un peu comment ça se passe à Oran, la vaccination. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre, par exemple, de personnel médical qui s'est fait vacciner ? Effectivement, au niveau d'Oran, donc la vaccination pour les citoyens se fait au niveau des EPSP. Quant au personnel, il se fait au niveau des établissements hospitaliers, notamment le HU d'Oran. Donc le taux de vaccination est vraiment timide. Sur à peu près environ les 5000 travailleurs qu'il y a, nous enregistrons à peu près 400 à 450 personnes qui sont vaccinées, malgré des campagnes de sensibilisation auprès de ce personnel. D'ailleurs, le personnel commence il y a une réduction de la présentation du personnel à la vaccination. On s'y met à vacciner la population en même temps. Donc c'est timide encore chez nous, malgré la campagne de sensibilisation qui a été orientée vers l'ensemble du personnel, les praticiens, les paramédicaux et les agents polyvalents. Donc ça reste... Donc, vous dites qu'il y a des réticences, docteur Mansouri ? Vous dites qu'il y a des réticences ? Des réticences, d'abord, c'est des réticences qui sont liées un petit peu à l'appréhension. Et puis, la plupart des travailleurs au niveau de l'EHU d'Oran, c'est des jeunes travailleurs, parce que c'est un établissement jeune. Donc, la population
du personnel est une population jeune, donc la plupart, un certain nombre aussi ont contracté la maladie, donc ils se disent immunisés malgré qu'on leur dit qu'il faut se vacciner. Donc ça reste timide au niveau du personnel, ça reste timide. Quant à la population, je pense qu'il y a un afflux quand même, puisque souvent on nous appelle pour nous demander de prendre rendez-vous pour la vaccination. Il y a aussi ce choix sélectif du vaccin lui-même. Certains demandent d'abord c'est quel type de vaccin qui est présent, donc tout ça, mais ça reste timide quand même. Je pense qu'il faut engager une campagne encore de sensibilisation pour permettre d'aller très large et d'arrêter l'épidémie. Encore une fois, les mesures de relâchement, les mesures barrières, on constate qu'elles n'existent plus. On voit rarement quelqu'un porter un masque chirurgical, on voit rarement les gens se bousculent dans les marchés comme s'il n'y avait jamais eu d'épidémie. Encore une fois, je suis très étonné, moi, du taux qu'on a ces jours-ci, parce qu'on a un taux en plateau qui ne dépasse pas. Vous savez, j'ai bénéficié d'un hôpital spécifique pour l'hospitalisation des malades Covid, d'un 240 lits. Aujourd'hui, il y a 30 à 35 lits qui sont occupés par des patients qui nécessitent 2 à 4 litres d'oxygène. Nous avons 4-5 cas de réanimation, donc c'est un hôpital qui centralise toutes les hospitalisations d'Oran. Espérons que ça reste comme ça, docteur Mansouri. Oui, espérons que ça reste comme ça, que ça ne grimpe pas. On va revenir à vous, je vais juste poser la question. Je vais juste poser la question sur la vaccination, justement, sur mes invités ici présents sur le plateau. Alors, docteur Drar, on le dit depuis tout à l'heure, la vaccination peine à trouver sa vitesse de croisière, mais on a annoncé récemment qu'un énorme budget de 12 milliards de dinars qui a été débloqué donc, pour l'achat du vaccin anti-Covid. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à une accélération de la vaccination dans les jours qui vont suivre? Oui, absolument. Déjà, en ce mois de mai, on aura nettement plus de doses, ça va être plus d'1 million de doses, et donc ça nous permettra d'être plus à l'aise et d'augmenter en cadence, y compris pour le mois suivant. Ça, c'est les contrats qui ont été... Alors, le ministre de la Santé a annoncé 1 million de doses prochainement, d'ici la fin mai. C'est le minimum, on pourra atteindre plus, je pense qu'on atteindra plus d'1 million. Et ça, on l'a dit déjà, ça fait partie d'un monde où il y a une tension terrible sur les vaccins. Et nous sommes même arrivés à des situations où on a été diminué en cours de route en termes de vaccins, puisqu'il y a eu des tensions dans des pays voisins. Et donc, c'est une réalité qui est là, mais je pense que avec l'entrée en jeu de certains grands producteurs de vaccins, et l'augmentation de la cadence en termes de vaccination, il y aura moins de tension et on pourra plus s'alimenter en termes... Avec 12 milliards de dinars, est-ce qu'on peut espérer des vaccins comme Pfizer ou Moderna? Bien sûr. D'accord. Alors, professeur Belhoussine, vous qui avez vécu beaucoup d'épidémies, je rappelle que vous êtes un ancien expert de l'OMS, vous avez vécu beaucoup d'épidémies en Afrique. Alors, la vaccination est une campagne d'immunisation de la population qui est aujourd'hui ralentie à cause de facteurs de difficultés d'accès au vaccin, tout simplement. Est-ce qu'on aurait gagné beaucoup de temps, selon vous? Combien de temps on aurait pu gagner dans cette épidémie si les conditions étaient différentes, si l'accès au vaccin était beaucoup plus facile? Bon, je vais... Parce qu'on a l'impression que ça s'éternise. Je vais prendre votre question par un autre bout. Quand habituellement, l'humanité fait face à des épidémies localisées. Moi, j'ai fait Ebola, c'était 3 pays. C'était la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. C'était une absolue catastrophe au plan humain, absolue. C'est 70% de taux de mortalité au départ. Ça veut dire que 7 patients atteints sur 10 vont mourir quoi que vous fassiez. C'est une catastrophe absolue. Mais le fait que ce soit géographiquement limité fait que les solidarités internationales jouent immédiatement en votre faveur. Si vous êtes un pays atteint, les autres pays autour de vous, chez nous, quand une wilaya fait une épidémie de rougeole, les autres wilayats viennent à l'aide. Quand le monde entier est dans la même situation, qui va aider qui? Il y a une rupture des chaînes de solidarité. On a vu le cas de l'Italie, d'ailleurs. On a vu des détournements de masques par des pays autrement considérés comme des pays développés, civilisés, entre guillemets, structurés. On a bien vu ça. Donc,
c'est une situation totalement différente. Il y a des ruptures. Cette pandémie a montré qu'il y a des mécanismes et des dispositifs qui rompent. Pourquoi? Parce que c'est une espèce de tsunami auquel personne ne s'attendait. Et donc, sur le plan... L'aspect humain est mis de côté, malheureusement. Malheureusement, oui, absolument. Il y a beaucoup d'écrits sur cela aussi, sur l'éthique, sur l'anthropologie, sur la culture avec laquelle on aborde ce type de pandémie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça vous fait, du point de vue de celui qui produit, par exemple, un vaccin, il y a un marché potentiel de 7 milliards de candidats. C'est toute la population humaine. La capacité de production mondiale, la capacité mondiale de production de vaccins est insuffisante aujourd'hui à répondre comme ça au moment où on parle à la demande. Il y a une demande qui est très nettement supérieure à l'offre. Donc, ceux qui ont la capacité de produire des vaccins vont commencer par se servir eux-mêmes, charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on, et vont essayer de vendre le surplus, mais il y a pénurie absolue, et l'Algérie fait partie des pays qui n'ont pas nécessairement l'accès le plus facile au vaccin. Mais vous pensez, vous n'avez toujours pas répondu à ma question, mais est-ce que vous pensez que si on était parvenu à vacciner quand même une grande partie de la population, est-ce que la situation aurait été autre? Absolument, parce qu'il y a des pays maintenant... Même s'il y a des variants? Même s'il y a des variants, encore qu'on a eu l'exemple des Seychelles récemment qui permet de poser des points d'interrogation, mais ce qui est certain, c'est que la plupart des pays où on a vacciné véritablement beaucoup, il y a beaucoup moins de cas en réanimation, il y a pratiquement presque plus de cas en hospitalisation, sauf les cas porteurs de pathologies ou bien les sujets âgés qui sont aussi fragiles, parce que vous savez que plus on augmente en âge, et plus l'immunité, même sous l'effet d'un vaccin, peut ne pas répondre au degré qu'on aurait souhaité qu'elle réponde. Voilà. Alors, professeur Belhadj, on parle de vaccination, le docteur Mansouri en parlait tout à l'heure. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que les gens se font vacciner? Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, pour le personnel de la santé, tout corps confondu, de l'ambulancier au professeur, c'est qu'effectivement, il y a une population jeune. Et aussi, je vous rappelle, pour le CHU Mustapha, nous sommes à 1300 personnes contaminées qui ont eu le Covid. C'est énorme. Mais nos chiffres de vaccination, nous avons atteint la semaine dernière 18% de notre personnel. Donc, il y a là, sur les 18%, il y a une forte participation des seniors, c'est-à-dire des personnes qui ont plus âgées. Alors que le vaccin est disponible? Il est disponible. Il n'y a pas eu de pénurie, il y avait même le vaccin, le Sputnik. Donc, nous avons remarqué, le personnel de la santé qui ont des comorbidités, il y a une forte demande pour la vaccination. Maintenant, pour le reste de la population, effectivement, il faut y aller vers une vaccination de masse, notamment, c'est une urgence pour nous, parce que les personnes qui sont décédées par le Covid, c'est les personnes qui ont une comorbidité, l'âge, plus de 65 ans, diabète, obésité, HTA. Je pense qu'il faut lancer en urgence la campagne de vaccination, cibler ces personnes-là, pour essayer de diminuer justement les effets néfastes, mais quand même, malgré qu'on n'est pas en pleine vitesse de croisière, la situation n'est pas, comme l'a si bien dit mon ami le DG de professeur Mansouri, c'est que la situation n'est pas comprendre, on ne respecte pas les mesures barrières. Non, nous n'avons pas encore commencé la vaccination, mais la situation n'est pas aussi dramatique. C'est vrai, peut-être nous sommes victimes, on discutait du dictat de la rumeur, dans les deux sens. Il suffit qu'un décès. Si on ne gère pas bien l'information, ça va arrêter toute la campagne de vaccination. Nous devons gérer quand même l'information et la communication avec le personnel de la santé et la population. Ça, c'est très important. Oui. J'ai envie d'ouvrir juste une parenthèse, docteur Drab, par rapport au personnel libéral, parce que on parle beaucoup du personnel de santé au niveau des structures publiques qui sont prioritaires. J'ai envie de poser la question par rapport à ceux qui pratiquent dans le libéral et qui ont payé, j'ai envie de dire, le tribut très lourd. Les plus grands décès, le plus grand nombre de décès a été enregistré parmi les libéraux. Quelle est leur place dans la vaccination? C'est une population qui devrait être prioritaire, au même titre que les C'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Oui, moi je pense qu'il faudra penser à
à ramener au niveau des centres de vaccination que les personnels libéraux bénéficient du même traitement que les personnels qui travaillent à l'hôpital. Ça, c'est indiscutable. Oui, qui devrait en décider? Il faudrait qu'on revoie, qu'on redécide, qu'au niveau de notre structure, on rend la place aux médecins libéraux par rapport aux médecins qui sont à l'hôpital. Il ne devrait pas y avoir de distinction entre les deux. Alors, j'ai envie de revenir aussi sur les vaccins, parce qu'on a parlé de réticence. Alors, le vaccin, disons-le, c'est le vaccin AstraZeneca sur lequel il y a beaucoup de réticence aujourd'hui. Alors, il y a des pays de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe particulièrement, qui ont annoncé qu'ils arrêtent la vaccination à l'AstraZeneca, notamment le Danemark. En France, on a annoncé que seules les personnes âgées de plus de 55 ans auront l'AstraZeneca. L'Union européenne vient d'annoncer qu'elle n'achètera plus d'AstraZeneca, c'est-à-dire elle ne va pas renouveler de commande. Alors, est-ce que les appréhensions, finalement, sont justifiées ? La décision de ne pas avoir de dose, on ne sait pas les baser sur quels critères. Il y a eu tellement de problèmes juridiques entre l'Union européenne et le fabricant d'AstraZeneca que peut-être qu'on avait marre d'attendre à chaque fois des doses qui n'arrivaient pas. Maintenant, sur le plan scientifique, on se remet aux décisions du comité consultatif de l'OMS sur la sécurité des vaccins, que je rappelle, dans sa dernière réunion, avait émis un avis favorable et a rappelé que les bénéfices l'emportaient largement sur les risques. Et c'est le cas. Maintenant, il y a eu beaucoup Il y a eu des cas de thrombose, c'est ça? Il y a eu des cas de thrombose. On a eu des pays qui ont revu la limite d'âge. Mais je rappelle aussi qu'il y a un grand débat aux États-Unis. Chez nous aussi, il faut le rappeler. Chez nous aussi, on a revu le critère de l'âge pour l'AstraZeneca. Mais je rappelle aussi qu'il y a un grand débat aux États-Unis. On essaie de comprendre quelles sont les conditions thrombogènes chez l'adulte en dehors de la vaccination pour regarder. Parce que si on compare, il y a eu un pays qui l'a fait dernièrement, je crois qu'un pays scandinave, où on a repris le nombre de thromboses en 2018 et 2019. On l'a comparé à la même période pour cette année-là, et on regarde qu'il y a moins de thromboses qu'en 2019. Donc, il faut faire très attention à l'interprétation des chiffres, mais il faudrait bien sûr analyser d'une façon très scientifique et objective les données qui parviennent des pays qui enregistrent des cas de thrombose. Oui. Professeur Belhoussine, vous pensez aussi qu'il y a plus de bénéfices que de risques pour le vaccin AstraZeneca? Absolument. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques. Premièrement, deuxièmement, vous pensez que si l'Union européenne ne veut pas renouveler la commande, c'est qu'ils ont tort? Il faut rester extrêmement prudent et vigilant parce que c'est un domaine où la politique, la compétition commerciale et la science interfèrent. D'accord? Je dis bien la compétition, la politique et la science interfèrent. Il n'y a pas une pratique, une procédure médicale qui est dénuée de danger. Lorsque vous allez recevoir une injection de pénicilline, si je dois recevoir une injection de pénicilline, j'ai une chance sur 10 000 de faire un choc anaphylactique mortel, c'est-à-dire un choc qui va me tuer. Est-ce que pour autant, depuis 1949 ou 1947 que la pénicilline existe, est-ce que pour autant on a arrêté l'utilisation de la pénicilline? Non. La pilule, les femmes à qui on prescrit la pilule pour des raisons hormonales ou pour des raisons de planification familiale, de contraception, la pilule comporte un risque de thrombose. C'est connu, les femmes, absolument. Le médecin le leur dit. C'est 1 sur 10 000 aussi. Lorsqu'on fait un voyage aérien, c'est un risque de faire une thrombose veineuse des membres inférieurs sur 1000 voyageurs par an. Donc, alors, je vous compare, je vous dis tout ça. Vous voyez, c'est 1 sur 10 000, 1 sur 10 000, 1 sur 1000. L'AstraZeneca, c'est 1 sur 1 million ou à 3 millions de vaccinations. D'accord? Et tous les vaccins que nous avons subis quand nous étions petits comportent un risque. Le vaccin anti-rougeoleux comporte un risque. Le vaccin anti-polio comporte le risque. On utilisait le vaccin anti-polio vivant atténué. Donc, dans un cas sur 4 millions, il y avait une vraie
poliomyélite paralysante, définitivement paralysante, chez un enfant qui survenait. Est-ce que pour autant on a arrêté la vaccination? Non, parce qu'on a évité 4 millions de paralysies pour un cas. Donc la santé publique, ça fonctionne comme ça. Parce qu'aujourd'hui, non, peut-être que là c'est un peu différent si vous permettez, c'est parce qu'on a le choix aussi en même temps, peut-être parce qu'il y a plusieurs vaccins, alors pourquoi prendre celui qui présente des risques? C'est pour ça qu'il y a des réticences pour l'un et pas pour l'autre. La question que je pose tout le temps, oui. Vous pensez que si les personnes qui sont décédées du Covid, on leur aurait donné le choix de prendre l'AstraZeneca, auraient hésité? Non. Parce que l'objectif de la vaccination, c'est de sauver les vies, attention. Donc s'il y a un risque... Ah oui, c'est clair. Si le bénéfice qui sera apporté, c'est d'éviter de mourir du Covid. Maintenant, s'il y a un risque et que le bénéfice est de sauver de la vie, c'est incomparable. Juste une dernière pour votre réponse. Les autres vaccins aussi, il y a tellement de bruit autour, on a fait tellement de bruit autour de l'AstraZeneca, et à mon avis personnel, ce n'est pas neutre, parce que l'AstraZeneca, c'est le seul vaccin qui est vendu au prix coûtant, parce que dès le départ, il était vendu au prix coûtant. Et il y a une concurrence qui aurait bien voulu que ce vaccin n'existe pas, parce que c'est un marché très juteux. Donc il faut savoir raison garder. Les autres vaccins aussi ont des effets secondaires. Les autres vaccins aussi provoquent des situations où on peut avoir un décès. On en a parlé moins en tout cas, professeur Belhassi. Oui, mais c'est publié dans les revues scientifiques. Je ne veux pas mentionner parce que ce n'est pas l'objet, mais je vous dis, tous les vaccins ont un risque. Je vais faire réagir le professeur Belhadj. Écoutez, pour nous, la vaccination est un acte médical. Des pratiques anciennes n'ont pas... Sur l'AstraZeneca. Même c'est presque pour nous du charlatanisme. Lorsque quelqu'un va dire non, il ne faut pas vous faire vacciner, ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel. La vaccination est un acte médical qu'il faut le pratiquer. On n'a pas, c'est-à-dire dans une situation particulière, on n'a pas le choix de choisir un vaccin. C'est une nécessité pour le savoir aussi, pour la sécurité sanitaire d'un pays. C'est une situation, on peut basculer à tout moment vers une situation très difficile pour nous. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie, pour l'oxygène. Donc nous sommes tenus de défendre la santé publique et défendre aussi la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Dire qu'il ne faut pas vacciner, et aussi que nous sommes victimes du dictat de l'information. Je précise, professeur Belhadj, je parle de l'AstraZeneca, on ne parle pas de la vaccination. Même l'histoire lui tiendra un jour. L'histoire, il y a aussi le côté éthique et déontologique de cette campagne de vente de ces vaccins. L'histoire, on dira un jour. Certainement, certainement. On va juste poser la question aussi à Dr Mansouri. Vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui. Alors on parle un peu aujourd'hui de la réticence par rapport à la vaccination à l'AstraZeneca. Est-ce que c'est la même situation à Oran? Les gens refusent de se faire vacciner à l'AstraZeneca? Non, ils ne refusent pas, mais je pense qu'aujourd'hui, comme l'ont dit tous nos amis, le bénéfice et risque, en médecine, il y a toujours cette notion de bénéfice et risque. En dehors de toute considération qu'a cité le professeur Belhassi, des considérations géopolitiques, des considérations économiques, il faut qu'on les mette de côté. La notion de bénéfice et risque existe. Il n'y a aucun médicament, aucune intervention chirurgicale ou autre. Mais quand on a traversé ce qu'on a traversé l'année passée, vous savez qu'à Oran, nous avons eu plus de 8000 cas Covid, donc avec presque 6000 hospitalisations, un certain nombre de cas de réanimation. Nous sommes arrivés jusqu'à des situations en réanimation, il fallait 70 litres d'oxygène pour maintenir un patient en vie. Donc aujourd'hui, calculé à ce risque de mortalité qui est extrêmement élevé, dans les cas de situation Covid, extrêmement des cas qui relèvent de la réanimation, je pense que le risque, on peut prendre un certain risque pour se faire vacciner, et ce risque n'est pas important quand il est encadré, puisqu'aujourd'hui on connaît la population qui est soumise au risque de thrombose, c'est une population jeune, donc le fait d'orienter l'utilisation du vaccin AstraZeneca vers une population d'un certain âge permet de limiter ce risque. Oui. Maintenant, aussi, l'accessibilité au vaccin, aujourd'hui, le plus accessible qui est disponible sur le marché, c'est celui d'AstraZeneca. Je pense qu'il faudrait sensibiliser encore la population pour dire, comme l'ont dit mes collègues,
pour sensibilisation pour la population, pour dire que le risque zéro n'existe pas en médecine. Donc ce risque, il est minime et aujourd'hui il est encadré. Il y a des prises en charge qui peuvent être faites, mais comparé à la mortalité liée au cas de Covid sévère, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Oui. Docteur Mansouri, j'aimerais vous poser une autre question par rapport alors on parlait des variants un peu qui circulent aujourd'hui en Algérie. Est-ce que vous avez constaté vous-même de nouvelles formes, par exemple, de Covid, des formes plus graves? Non, justement nous avons eu les 3 vagues. Donc la première vague, quand on avait des cas de réanimation, on était vraiment stressé. C'est des cas qui nécessitaient 8 litres d'oxygène, voire 15 litres. L'intubation était à l'époque, on n'avait pas calculé les impacts de l'intubation. Par la suite, on est revenu dessus. En novembre, on est arrivé à des situations de malades assez sévères qui arrivaient à des désaturations. Il fallait mettre 70 litres d'oxygène pour arriver à les stabiliser. Mais cette fois-ci, encore une fois, donc les gens parlaient de 3e vague. Il n'y a pas eu de 3e vague, du moins. Alors, on n'a rien constaté, on a constaté une stabilité. Je vous dis qu'on ne dépassait pas les 7-8 cas par semaine et les 2-3 cas de réanimation. Quant à la symptomatologie, elle n'a pas bougé. C'est toujours les mêmes symptômes. On a constaté par contre la fièvre pratiquement n'existait pas. Ou bien elle était à 37,8, 38, pas plus. Mais les autres symptômes existent. C'est la toux, c'est les thrombophlébites, c'est la dyspnée, ainsi de suite. Maintenant, on a constaté aussi quelque chose d'autre, c'est que dès que les patients suspectent un Covid du fait d'un contact avec un porteur ou bien de symptômes qui sont là, ils se mettent en confinement systématiquement et commencent à toucher leur médecin traitant et reçoivent des traitements. Et le seul danger qui existe là-dessus, c'est que certains patients sont arrivés à acheter des extracteurs d'oxygène, voire des obus d'oxygène. C'est ceux-là qu'on reçoit aujourd'hui en réanimation. Ils arrivent dans des cas assez sérieux, puisqu'ils commencent à s'oxygéner à la maison. Dès qu'ils commencent à avoir des dyspnées, ils disposent d'oxygène à la maison, ils disposent quelquefois d'extracteurs. Donc, ils s'auto-traitent à base d'oxygène et ainsi de suite. Donc ces gens-là arrivent en détresse. C'est ces gens-là qu'on alerte aujourd'hui pour leur dire effectivement les jeunes porteurs de Covid qui ont consulté, qui peuvent se confiner à la maison sous un traitement basique, tant mieux. Maintenant, des personnes qui présentent une comorbidité d'un certain âge et qui présentent des signes respiratoires assez poussés, ils doivent consulter, ils doivent être pris en charge à l'hôpital parce que l'oxygénothérapie à haut débit doit se faire à l'hôpital, d'autant plus qu'elle est accompagnée d'une thérapeutique d'anticoagulants, de corticoïdes qui permettent de tirer merci beaucoup, docteur Mansouri, pour votre... De plus en plus. Oui, merci beaucoup, docteur Mansouri, pour votre intervention. On vous libère. J'ai envie de revenir avec vous, docteur Drar, pour les variants, encore une fois. Alors, le variant britannique, qui est décrit comme, qui est bien diffusé aujourd'hui dans le monde, qui est décrit comme étant un variant dangereux, puisqu'il est très contagieux. Le variant indien, qui fait peur aussi. Aujourd'hui, on parle de 4 contaminations par seconde. Alors, c'est le B1-617, c'est ça? C'est celui qu'on a en Algérie? Oui. Et puis, selon l'OMS, on vient d'annoncer aussi qu'il serait résistant à la vaccination, le variant indien. C'est encore très précoce, mais il y a des études qui sont en train de faire. On attend les résultats, surtout dans les pays où on a recensé beaucoup de variants, notamment en Inde. Mais il faudrait bien expliquer ce terme de résistance, parce qu'on a l'impression que les gens... On dit qu'il résiste aux anticorps qui peuvent être développés grâce à une vaccination. Non, c'est-à-dire que si d'habitude vous avez 75, par exemple, 75% d'anticorps neutralisants, là vous pouvez avoir 60. Et vous avez toujours des anticorps neutralisants qui vous protègent du Covid. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. C'est pour ça que les vaccins actuellement restent actifs sur ces variants, même si on a certains variants, tels qu'aussi que le sud-africain, où l'efficacité, si vous voulez, des anticorps diminue par rapport à la souche classique qui n'est pas variant. Alors, quelles sont les mesures qui doivent être appliquées aujourd'hui pour contrecarrer la propagation des variants? Est-ce qu'on peut prévoir, par exemple, un reconfinement? Alors,
Avant de vous répondre à cette question, juste 2 mots, je reviens sur l'AstraZeneca et sur les variants. Sur l'AstraZeneca, rappelez-vous que la Grande-Bretagne, qui a le variant britannique, vaccine essentiellement à l'AstraZeneca, qu'elle a vacciné des dizaines de millions, je ne sais plus exactement le chiffre, je ne l'ai plus en tête, mais tous les citoyens britanniques, ou la majorité des citoyens britanniques, sont vaccinés à l'AstraZeneca. Bon, ça c'est le premier point. Sur les variants, j'insiste sur une chose, c'est que le vaccin protège contre le décès. Il n'y a pratiquement presque pas de décès. On peut se faire, quand on est vacciné, le vaccin protège contre le décès, y compris lorsque on fait une Covid due à un variant. Et ça, c'est très très important. C'est pour cela que vacciner... c'est sauver des vies. La première occasion qu'on a de se faire vacciner, il faut se faire vacciner chez nous. Oui. Voilà. Alors, la deuxième question. La deuxième question. Le nombre de pèlerins dépasse les dizaines de millions, voire 3 millions de pèlerins par 24 heures, ce qui expose la population de ce pays à un risque très très important. D'autant plus que le variant indien, comme on vient de le dire, est un variant qui est qualifié par l'OMS comme étant préoccupant car contagieux, et ce qui a fait que la situation a complètement échappé. Il y a aussi certaines circonstances, paraît-il, d'ordre politique qui ont favorisé la propagation du virus et la propagation de l'épidémie en Inde. Pour résumer, si on prend l'exemple de ce pays, effectivement, pour être solidaire avec ce pays, mais aussi pour rappeler à nos concitoyens qu'il n'est pas encore le moment de se retrouver en grand attroupement et que l'observance de la distanciation sociale, du port de masque, des gestes barrières et de la vaccination sont les derniers et les seuls garants d'une sécurité sanitaire dans notre pays. Oui, merci Dr Mejdel. Les seuls garants peut-être aussi d'un scénario à l'indienne, Dr Darar? Bah oui. Est-ce qu'on est à l'abri finalement? C'est un exemple typique. Si vous revenez 3 mois à l'arrière, en Inde, c'était une situation complète de déconfinement. Tout le monde était dehors, tout le monde était dans une situation de non-pandémie. Et c'est ce qui a fait valoir des critiques. Parce que quand le virus a circulé à bas bruit, c'est un virus qui a une dynamique qu'on ne pouvait pas prévoir à quel moment ça va aller flamber d'une façon verticale. Donc il faudrait faire très très attention à la cartographie de circulation virale, aux détections des variants et aussi faire un dépistage qui permette d'avoir en temps réel une évolution de la situation d'une façon très très régulière. Oui, les pays européens aujourd'hui vont, je passe à autre chose, professeur Belhoussine, beaucoup de pays européens aujourd'hui parlent du pass sanitaire ou du passeport sanitaire. On est curieux en tant qu'Algérien, est-ce qu'on risque d'être pénalisé à cause d'une vaccination qui n'est pas encore accélérée? Est-ce qu'on risque de ne pas pouvoir voyager? D'abord, pour l'instant, on ne peut pas voyager même sans ça. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, pas pour cet été. En tout cas, ça sera un été sans voyage. D'accord, voilà. Mais je pense qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre les désirs des pays et la réalité qui va s'imposer sur le terrain par elle-même. Il y aura des négociations, il y a l'OMS qui intervient, il y a le règlement sanitaire international. Vous savez, on oublie qu'il y avait des vaccinations obligatoires pour aller dans certains pays. On ne peut pas aller dans certains pays d'Afrique sans vaccination contre la fièvre jaune. Et ça fait partie du règlement sanitaire international. En Amérique latine aussi. Et en Amérique latine aussi. On l'oublie. Donc, bon, ça peut devenir une disposition réglementaire. Mais il faudrait encore qu'il y ait des négociations parce que il ne faudrait pas qu'on vous dise « Ah non, 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 si vous êtes vacciné par le vaccin de tel pays, vous ne rentrez pas chez moi ». Ça va poser des problèmes parce que chaque pays va se mettre à faire du nationalisme vaccinal à rebours à partir de cela. Donc je pense qu'on est loin encore de cette situation-là. Dans l'immédiat, ce que je veux dire, c'est que l'idée de mettre le pass vaccinal, de mon point de vue, est liée à des considérations, encore une fois, qui ne sont pas nécessairement de santé publique. Oui, elles sont de santé publique, mais elles sont surtout d'ordre économique.
des pays qui ont un poumon économique lié au tourisme sont en train d'essayer de faciliter le mouvement en été chez eux. Vous avez bien vu qu'un certain nombre de pays, je ne citerai pas les noms, mais vous les connaissez, sont en train d'accélérer pour que d'ici fin juin, on puisse avoir la possibilité de réouvrir les restaurants, de réouvrir les différentes... Vous parlez de réouverture des frontières. Est-ce que vous en parlez dans les réunions du comité scientifique? Est-ce que c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui? Parce que beaucoup d'Algériens demandent à ce que les frontières soient ouvertes. Ce n'est pas une décision qui revient au comité scientifique. C'est une décision qui revient aux deux autorités, mais la mission du conseil scientifique, c'est d'orienter et donner des éléments de décision. Oui. Et ces éléments de décision sont représentés... J'aimerais avoir votre avis là-dessus, Dr Drar. Moi, je pense qu'actuellement, avec l'apparition des variants, la fermeture de frontières a grandement contribué à ce qu'il n'y ait pas propagation. Ça, c'est indéniable, parce que quand on regarde les variants dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait en déconfinement, ça a pris une allure vertigineuse. Mais chez nous, malgré l'apparition de ces variants, la propagation n'a pas été... telle qu'elle a été décrite dans les autres pays, je pense que la fermeture a joué, parce que chaque fois que vous si vous voulez l'expression injectée d'une population nouvelle, elle va vous rapporter des autres sensibles qui vont permettre au virus de circuler. Oui. Alors, demain ou après-demain, nous célébrons l'Aïd el-Fitr. Nos fêtes sont toujours célébrées en famille, hein, vous le disiez tout à l'heure, professeur Belhadj. Comment faire aujourd'hui? Alors, on s'attendait un peu à ce qu'il y ait un renforcement des mesures. Finalement, il n'y a rien, donc il n'y a pas de confinement pour cette fête de l'Aïd el-Fitr. Comment faire pour éviter justement la propagation des variants et la propagation de la contamination d'une manière plus générale? J'ajouterai un élément important, les portes de l'été sont devant nous aussi. Oui. On ne va pas quand même rouvrir nos salles des fêtes et rouvrir nos plages. Là, c'est quelque chose d'incompréhensible. L'Aïd, mais il faut quand même, je vous dis, ça fait 15 mois. Il faut aussi l'aspect social, l'aspect culturel, nos traditions. Nous devons accepter de vivre avec le Covid. Parce qu'atteindre 0 cas, on n'est pas encore près de l'atteindre, pour dire la vérité. On doit s'habituer de vivre avec le Covid, mais en respectant les mesures barrières. On n'a pas d'autre solution. Même si on va vacciner, le 0 cas, je ne pense pas qu'on va l'atteindre d'ici 2 à 3. Professeur Belhadj, un mot aussi là-dessus sur la fête de l'Aïd el-Fitr, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Professeur Belhadj, pardon. On n'est pas loin. Non, on n'est pas loin. Oui, on n'est pas très loin, oui. Tout à fait. Non, je pense que, je disais tout à l'heure à l'un de vos collègues de la radio, مبروك عيدنا, مبروك عيدكم, مبروك عيد الناس الكل. Oui, célébrons cette fête dans l'allégresse, célébrons-la aussi dans la responsabilité, et en particulier, si on doit absolument rendre visite, notamment à nos personnes âgées dans nos familles, nos grands-mères, nos grands-pères, nos pères, nos mères, qui ont un certain âge, surtout s'ils ont des maladies chroniques, essayons de respecter la distance, lavons-nous les mains, évitez les embrassades surtout. Évitons les embrassades de façon à ce que cette fête de l'Aïd ne se transforme pas en drame quelques jours ou quelques semaines après. En un mot, Dr Drar, vous avez le mot de fin parce qu'on termine avec vous. Comme on l'a dit, ça va être comme pour les Algériens, il faut que cette fête-là fait partie aussi du protocole sanitaire. Oui, merci beaucoup messieurs. Je vous souhaite un agréable Eid. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite encore une fois un excellent Eid. N'oubliez pas les mesures barrières. Évitez surtout les embrassades. Gardez vos masques et votre gel près de vous. Je vous revois la semaine prochaine. Au revoir.